Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée au microcontrôleur ESP32. Et aujourd'hui, je propose de mettre en œuvre notre serveur web asynchrone. Mais avant, quelques petites choses à faire avant. On va mettre à nouveau en place le capteur 9808 pour la température. On va utiliser l'objet Ticker qu'on va télécharger de la bibliothèque via plateforme IO. Et enfin, on remettra à nouveau le place le Wi-Fi. C'est parti. Eh bien, commençons par l'objet Ticker. Donc pour rappel, comment installer l'objet Ticker? C'est très simple. On va ouvrir plateforme IO, on va se rendre dans l'onglet bibliothèque, on va chercher la bibliothèque Ticker que l'on va installer dans notre projet. C'est parti les amis. Donc on vient ici dans la petite tête d'alien, on va ouvrir plateforme IO, ensuite on fait Open, il nous ouvre la console plateforme IO, on va dans Libraries, ici, et tout là-haut, on va chercher la bibliothèque qui s'appelle Ticker. T-I-C-K-E-R. On fait entrer. Il va trouver bien sûr plusieurs bibliothèques qui mettent en œuvre cet objet Ticker. Nous, on va utiliser la bibliothèque créée par monsieur Stéphane Stobb, c'est-à-dire celle-ci. On clique dans Ticker. Il nous donne un exemple et entre autres, dans un onglet ici, Installation, il va vous dire comment l'installer. Que faut-il faire? Eh bien, il suffit de récupérer ces lignes-ci, c'est-à-dire libdeps, quelles sont les dépendances de votre projet. Vous faites un CTRL-C. Et ensuite, vous allez importer ces lignes que vous avez enregistrées dans votre plateforme IO.ini. Donc maintenant, vous pouvez fermer ceci. Vous allez maintenant ouvrir les fichiers, entre autres le fichier qui s'appelle plateforme.io.ini, et vous allez copier les lignes que vous avez sauvegardées au préalable. On vient de mettre en place dans notre bibliothèque une dépendance. Cette dépendance, c'est la bibliothèque Ticker, créée par M. Stobb en version 4.4. Il faut maintenant utiliser un tel objet. Donc pour utiliser un tel objet, c'est toujours pareil en C ou en C++, on va faire des imports, on va créer l'objet qu'on va utiliser ensuite. Donc pour rappel les amis, le ticker c'est quoi? C'est un timer qui va appeler une fonction de callback tous les n millisecondes ou toutes les n microsecondes. Donc dans un premier temps, dans votre projet, vous allez importer la bibliothèque ticker. Donc je vais faire include ticker.h. Il faudra mettre en place une fonction de callback. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc cette fonction de callback, je lui donne un prototype, je l'appelle action. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi ici, je l'appelle action. Donc void, il ne renvoie rien, et il s'appelle action. Je vais maintenant créer mon ticker. Donc attention, créez bien le ticker après avoir déclaré le prototype de la fonction action, ou comme vous l'appelez. Parce que je ne peux pas créer un ticker s'il ne connaît pas cette méthode. D'accord? Ce qui va vous dire, moi la méthode action, je ne la connais pas, elle sera déclarée un peu plus tard. Donc on crée le prototype, et ensuite, comme j'ai fait ici, on va créer les variables globales. Donc je vais créer un objet de type ticker, avec un grand T. Vous lui donnez un nom, moi je l'appelle petit ticker avec un petit t. Il s'attend à 4 paramètres. Premier paramètre, la fonction de callback. Ici, c'est action. Deuxième paramètre, le temps d'appel de cette méthode de callback en millisecondes. Donc ici, je précise que c'est 2000. Donc, soi-disant que c'est 2000 millisecondes, donc 2 secondes. Ensuite, il faut savoir si la fonction est répétée de façon continue ou une seule fois. Donc, quand on met 0, la méthode action sera répétée de façon infinie. Donc, le microcontrôleur est en marche, évidemment. Et ensuite, en quatrième paramètre, vous lui stipulez l'unité du temps que vous avez passé. Donc, c'est 2000 millisecondes. On aurait pu également indiquer 2000 microsecondes. Donc là, c'est 2000 millisecondes, à savoir 2 secondes. Donc, vous créez l'objet ticker. L'objet ticker est créé. Dans la méthode setup, que faut-il faire? Il faut le démarrer, le timer, et dans la méthode loop, il faut la mettre à jour, tout simplement. Alors ici, dans ma méthode action, qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, je vais simplement afficher dans la console un print ln que je vais faire action. Donc en gros, si mon programme va marcher, toutes les 2 secondes va apparaître dans la console action, action, action. Vous avez compris, hein, c'est dans cette méthode action qu'on va mesurer la température du capteur 9808. Donc je vais ici envoyer dans la console action. Il faut maintenant démarrer le timer et le mettre à jour. Eh bien c'est parti. On va dans le setup. On va tout faire à la fin. Donc voilà. À la fin, les dernières instructions que vous faites dans le setup, c'est de mettre le timer au démarrage. Donc start. Voilà, il va commencer à compter. Et dans la méthode loop, il suffira de mettre un ticker.update. Donc vous voyez, l'objet ticker est très intéressant et très simple à mettre en œuvre. On appelle une méthode qu'on appelle méthode de callback, ici action, tous les n millisecondes. Ok? Mais ça, on a vu ça déjà dans une vidéo précédente. On va compiler, les amis. C'est parti. On va faire un build. Donc vous branchez bien sûr votre carte à votre PC.
Voilà, il a mis 20% de mémoire flash utilisée. Je vais maintenant faire un upload et monitor. On doit avoir maintenant la console et les fichiers qu'on a mis dans la mémoire SPI FFS, la dernière fois, souvenez-vous. Et on va aussi avoir apparaître dans la console action, 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 toutes les 2 secondes. C'est parti, donc upload and monitor. Donc il va, voilà, donc il est en train de lancer dans la mémoire flash du microcontrôleur le programme, donc soyez patient. Il apparaît ici, vous voyez les 3 fichiers qui sont présents dans la mémoire flash du microcontrôleur via l'outil SPI FFS, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, et vous voyez apparaître action, action, action. J'ai un ticker qui est en état de fonctionnement. Utilisons maintenant notre capteur MCP 9008. Donc la dernière fois, on avait créé une bibliothèque à cet effet. Que faut-il faire? Eh bien, il faut placer les fichiers .h et .ccp dans un répertoire qui s'appelle MCP 9808 et vous le placez dans le répertoire lib. Ici, vous voyez, dans lib, j'ai placé mon répertoire MCP 9008 qui contient les 2 fichiers, à savoir le .h, donc le fichier d'en-tête, et le fichier source, le .ccp. Donc mon projet possède la bibliothèque qu'on avait écrite la dernière fois. Il faut bien sûr, encore une fois, importer cette bibliothèque. Donc ici, je vais faire un include MCP 9808. Je vais créer un objet de type MCP 9008, vous commencez à avoir l'habitude. Donc je fais ça juste après le ticker. Donc je crée un objet ici, MCP 9008. Je lui donne un nom, je l'appelle sensor. Attention, il n'y a pas de parenthèse, on utilise le constructeur par défaut. La température, on va la mettre dans une variable globale que j'appelle ici température value. Donc je crée un float qui contiendra la température de mon capteur. Pour l'instant, température 0. On va initialiser notre capteur. Donc souvenez-vous, on va initialiser le capteur en lui spécifiant quelle est l'adresse de ce capteur-ci, dans notre cas 0x18, et on va choisir la résolution que l'on veut. Donc je vais dans le setup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord tester, voir si la fonction begin a bien fonctionné. Attendez, j'enlève ceci. Donc, je fais sensor.begin. Dans cette fonction.begin, on va initialiser l'objet en stipulant quelle est l'adresse de cet objet. Je lui passe 0x18. Si malheureusement, cette initialisation s'est mal passée, je reçois ici false, eh bien, j'affiche à la console que l'initialisation du 9008 s'est mal passée. J'affiche error init MCP 9008. A contrario, si l'initialisation s'est bien passée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'affiche à la console que tout s'est bien passé, serial.println init MCP 9008, et juste après, je choisis la résolution. Donc, dans nos objets sensor, il y a une méthode qui s'appelle setRésolution, et vous lui passez la résolution. Donc, ici, je lui passe une résolution de 2. J'attends un petit peu que les choses se mettent en place, ici, 500 millisecondes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va maintenant dans la méthode action, donc dans l'action, c'est là qu'on va demander d'afficher et d'obtenir la température via le capteur. Donc il n'y a rien à faire dans le loop, tout se passe dans la méthode de callback action. Donc dans action, que faut-il faire? Eh bien, on va mettre à jour notre température value égale sensor, c'est notre objet, et la méthode s'appelle getTemperature. Attention, n'oubliez pas les parenthèses. Et je vais afficher à la console tout simplement la température que j'aurais obtenue. Donc je fais serial.println température value. Donc grâce à ma petite bibliothèque qu'on a développée la dernière fois, je suis maintenant capable de remettre à jour mon 9008 sans écrire aucune ligne de code en plus, parce que je possède une bibliothèque en C++. On va compiler, on va envoyer ça dans la flash du microcontrôleur, et théoriquement, on va voir la température qui s'affiche dans la console, grâce au ticker, toutes les 2 secondes. Donc je fais ici un build. Voilà. Alors, je vais monter un peu la console pour que vous voyez bien la chose. Voilà, il est en train de faire un build de mon projet. Pour l'instant, je consomme 22% de la mémoire flash. Et ici, je vais faire un upload and monitor. Donc upload and monitor. Donc il va envoyer le programme dans la cible du microcontrôleur. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Voilà. Et à la suite, il va ouvrir une liste en série, il m'affiche les fichiers présents, il me dit que init MCP 9008, OK, et la température s'affiche toutes les 2 secondes. Donc là, il fait une température adéquate, il fait 21 degrés. Je vais poser mon doigt sur le capteur pour voir si la température change. Donc je pose mon doigt sur le capteur. Voilà, je viens de poser mon doigt, et là, la température va augmenter. Vous voyez, on est parti de 26, on va monter encore un peu, 27, etc. Donc je vais enlever mon doigt maintenant. Voilà, j'ai enlevé mon doigt et maintenant la température devrait descendre.
Ok, donc on a mis en œuvre le ticker, on a remis en œuvre le MCP98, mettons maintenant en œuvre le Wi-Fi. Eh bien, installons maintenant ou configurons le Wi-Fi. Donc pour rappel, on avait ça la dernière fois, il faut importer le module Wi-Fi. Attention, vous n'avez pas à installer quoi que ce soit par rapport aux plateformes I/O. Le module Wi-Fi vient directement avec le ESP32 Core. Donc il n'y a rien à installer de plus. Donc là je fais include wifi.h, donc je possède maintenant le module Wi-Fi à ma disposition. Alors dans cette petite carte d'Adafruit, j'ai deux petites LED, une petite LED interne qui est broche 13 et j'ai placé une LED broche 12 pour tout à l'heure voir l'interface web. Donc ici je vais déclarer une LED interne pin en broche 13 et une LED externe qui sera en broche 12. Donc pour utiliser le Wi-Fi, il faut paramétrer, il faut indiquer au programme le SSID de votre réseau Wi-Fi ainsi que le password. Donc moi ici pour l'exemple et pour éviter tout piratage, je me suis fait via mon téléphone portable une passerelle Wi-Fi. Donc le SSID de mon téléphone c'est Wi-Fi Phone, comme on peut le constater, et le password, attention j'ai fait beaucoup de recherches, il s'appelle password. Donc je donne ici les paramètres de mon Wi-Fi. Bien sûr, vous mettez votre SSID, votre password de votre réseau Wi-Fi. Donc souvenez-vous, le Wi-Fi va appeler trois méthodes de callback. Encore une fois, une méthode de callback quand le réseau est obtenu, donc il y a connexion entre le microcontrôleur et votre réseau. Une méthode callback qui sera appelée lorsque l'adresse IP sera obtenue. Et malheureusement, une troisième méthode de callback qui indique que la liaison est perdue. Donc ici, ces trois méthodes de callback sont des prototypes. Une qui s'appelle Wi-Fi Connected CB pour callback. Il s'attend à ce que vous le passiez un Wi-Fi Event et un Wi-Fi Event Info. Donc là, je vous renvoie aux vidéos précédentes qu'on a fait il y a quelques temps. Une méthode qui s'appelle Wi-Fi Disconnect Callback. Une méthode qui s'appelle Wi-Fi GotIP Callback. Donc ces trois méthodes vont être appelées méthodes successives au cours de la connexion. Eh bien, mettons en place ceci. Donc je vais dans le Setup, ici. Donc je définis que mes petites LED sont en sortie, j'éteins mes petites LED pour un premier temps. Ça c'était pour le SPIFFS. On a configuré le 9808 et maintenant je vais configurer le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi on va le faire travailler en mode station. Donc je fais Wi-Fi.mode. Attention, c'est l'objet Wi-Fi que je n'ai pas besoin de créer autre. Il est déjà dans le SP32. Donc je fais Wi-Fi avec un W et un grand F, .mode, et je dis que c'est un mode station. Alors pour l'instant, je déconnecte les anciens modes, on ne sait jamais ce qui s'est passé, donc je fais un reset des anciens modes, et je lui dis voilà, attends-toi, mets-toi à l'écoute de ces trois méthodes de callback, en faisant wifi.onEvent, écoute, et appelle la méthode callback au cas où il y aurait une station connected, il appellera la méthode Wi-Fi Connected Callback. S'il y a une déconnexion, attends-toi à appeler la méthode Disconnect Callback. La méthode sera appelée s'il y a eu l'événement Arduino Event Wi-Fi Stad Disconnect. Attention, pour petit rappel, il y a eu un changement de la version récente par rapport aux anciennes versions du Wi-Fi dans le SP32. Maintenant, les méthodes, les actions sont Arduino Event Wi-Fi Stad Connected, ce qui n'était pas le cas avant. Et enfin, une troisième méthode, quand tu auras obtenu l'adresse IP de mon routeur Wi-Fi, eh bien, il va être appelé par la méthode Wi-Fi GotIP Callback. L'argument, c'est Arduino Event Wi-Fi Station GotIP. On lance l'initiation du module Wi-Fi en faisant Begin. Vous lui passez bien sûr la chaîne de caractères du SSID et vous lui passez le password. Et on va mettre en une petite phrase ici, voilà, il attend une certaine connexion. Le Wi-Fi du microcontrôleur va essayer de se connecter à votre Wi-Fi à partir du SSID et du password. Et maintenant, regardons les trois méthodes que l'on a mis en place. Donc, il n'y a rien qui se passe dans le loop. Tout se passe par les méthodes de callback. Donc, on va monter et on va voir les trois méthodes de callback. Ici, quand on obtiendra l'adresse IP, on va appeler la méthode Wi-Fi GotIP Callback. Vous l'appelez bien sûr comme vous voulez, mais attention, il faudra que l'argument soit de Wi-Fi Event, je l'appelle Event, et un Wi-Fi Event Info. Donc là, on n'utilise pas, mais on aurait pu utiliser le Event et le Info. On va dire aux gens qu'on a bien reçu l'adresse IP en faisant serial.println Wi-Fi GotIP. Ok, j'ai reçu l'adresse IP et on l'affiche. Et pour obtenir l'adresse IP, souvenez-vous, c'est Wi-Fi, on appelle l'objet Wi-Fi, grand W, grand F et local IP. Attention, c'est une fonction, n'oubliez pas les parenthèses. Donc, grâce à cette méthode, je peux ainsi afficher dans la console l'adresse IP que m'a fourni mon routeur Wi-Fi à ma carte microcontrôleur. Si la déconnexion s'établit, donc on perd la connexion, donc disconnect callback,
Alors, je vais éteindre ici la petite LED. On va allumer une petite LED pour dire, voilà, la connexion est établie. Donc là, je l'éteins. Je vais utiliser la LED interne. J'affiche à la console que le Wi-Fi is disconnected. Et on va réessayer à nouveau de le connecter. D'accord? Donc, on a perdu la connexion. On essaie à nouveau de reprendre la connexion. En faisant quoi? Eh bien, tout simplement, Wi-Fi.begin. On relance la méthode de begin, qui est initiation, en lui fournissant bien sûr le SSID et le password. Donc si la connexion n'arrive pas à s'établir, soit votre SSID n'est pas bon, soit le password est trop long, ou alors la connexion est trop loin, les appareils ne peuvent pas communiquer l'un avec l'autre. Et enfin, lorsque la connexion aura lieu, donc on sera dans la méthode de callback Wi-Fi connected callback, toujours les mêmes arguments, hein, Wi-Fi event et un Wi-Fi event info. Je vais allumer la petite LED pour indiquer, ah ça y est, on a une connexion qui s'est établie. Donc là, je prends la LED interne, qui est broche 13, je l'allume, et j'affiche à la console Wi-Fi Connected. Donc vous voyez, c'est très très simple. Grâce au module Wi-Fi qui contient la bibliothèque Arduino, ici du SP32, c'est très très simple. 3 méthodes de callback, une pour la connexion, une pour la déconnexion, une pour obtenir l'adresse IP, et après, on met ça en œuvre. Allez, on lance la chose, les amis. Donc, il faut bien sûr que votre réseau soit branché, que votre carte microcontrôleur soit branchée également. C'est ce que je fais tout de suite. Et on va lancer la chose. On doit voir apparaître dans la console, en attente de Wi-Fi, que le Wi-Fi s'est connecté. Il va nous donner l'adresse IP obtenue par le routeur en Wi-Fi. D'accord? Par un service DHCP. On y va. On compile la chose. On fait un petit build. Voilà. Alors vous remarquez qu'on est passé de 20% à 53%. Alors que le module Wi-Fi, évidemment, il est un peu copieux. Donc si on devait nous le créer par nous-mêmes, ça aurait fait beaucoup de lignes de code. Donc grâce à la bibliothèque, on n'a pas à prendre ça. Donc on est passé de une vingtaine de pourcents à 50%. D'accord? Donc vous imaginez le nombre de lignes de code qu'il y a dedans. D'accord? On lance maintenant Upload and Monitor. Et on attend la connexion. Donc là, il est en train de lancer la mémoire flash via le programme, donc ça va durer plus longtemps. Hein. On a quasiment la moitié de la RAM consommée ici. La moitié de la flash, pardon, consommée. Voilà. C'est parti. Donc les fichiers sont là. Le MCP98 était OK. Il attendait la connexion. Cette connexion s'est établie. Et là, il nous donnera IP ici. Donc 198, 168, 43, 253. C'est l'adresse IP qui a été obtenu par le routeur Wi-Fi par le service DHCP. J'ai maintenant accès au Wi-Fi de mon réseau à partir de ma carte microcontrôleur. Et bien maintenant, c'est le plus beau morceau. Effectuons et installons notre web serveur. Donc à ce stade, votre capteur de température fonctionne et votre carte microcontrôleur est bien reliée à votre réseau Wi-Fi. Donc on a tout maintenant pour mettre en place notre serveur asynchrone web. Pour ça, il va nous falloir 2 bibliothèques. Donc je vous invite les amis à aller dans Platform.io, il est dans Open, on va dans Libraries et il va falloir 2 bibliothèques. La première bibliothèque c'est Async Web Server. Donc vous tapez ESP, Async comme asynchrone, Web Server. Attention, serveur en anglais. Vous pouvez entrer. Alors vous allez voir apparaître plusieurs bibliothèques. Alors moi je vous avoue, je n'ai pas testé celle-ci, donc c'est apparemment la plus téléchargée. Elle a été conçue par ESP Home, d'accord, qui est une boîte de domotique. Moi je vous avoue, je ne l'ai pas testée, mais elle doit fonctionner, il n'y a pas de raison. Moi j'ai testé celle de monsieur Istro Gopchkov, pardon pour la prononciation. Donc vous allez prendre celle-ci, mais vous pouvez tout à fait prendre la première, je pense qu'elle doit fonctionner aussi bien. Donc on va prendre celle-ci, ESP Async Web Server, ou bien ESP Async Web Server, créé par ESP Home. C'est une boîte de domotique. Donc vous cliquez ici, vous allez dans Installation, donc il y a des exemples, là je vous envoie l'exemple, et en Installation, vous allez installer le ME-NO-DEV, comme dev, ESP Async Web Server, cette ligne-ci. D'accord? Bien. Il nous faut une deuxième bibliothèque, ce qui est une bibliothèque TCP. Donc vous allez taper ici. Alors je pense qu'on doit la trouver également en parcourant. On la parcourt pas, on va la taper, ce sera plus simple. Donc vous faites async TCP. Donc ESP, async TCP. Faites entrer. Vous allez souvent retrouver les mêmes bibliothèques créées par ici, ESP Home. Eh bien nous, on ne va pas prendre celle-ci, on va prendre celle-ci. On va prendre ESP, async TCP, créée par la même personne, Istro Gopchkov. On prend,
on va dans Installation, et vous récupérez le me-no-dev ESP async TCP en version 1.2.2. Donc vous récupérez ceci, et vous devez placer ces deux fichiers dans la dépendance de votre projet Platform INI. Donc ici dans Platform INI, vous voyez, j'ai fait, en plus d'e-ticker, j'ai maintenant me-no-dev ESP async TCP en version 1.2.2, ainsi que le me-no-dev ESP async web server en version 1.2.3. Attention les amis, c'est très important, il faut que les trois bibliothèques ici, les trois noms, soient alignés. Si vous avez un décalage comme ici, ça ne marchera pas. Il faut que les trois fichiers soient alignés comme ceci. D'accord? C'est très important. Donc, dans un premier temps, importer ces bibliothèques, on va compiler la chose. D'accord? Donc, il nous faut le ESP async TCP et le ESP async web server. C'est très important. Faites CTRL S. Et maintenant, on va importer la bibliothèque et on va compiler. On va importer la bibliothèque, ici. On va importer, on va faire include. Et on va importer quoi? Le ESP async web server. Vous allez compiler pour voir qu'il n'y a pas d'erreur lors de l'import des bibliothèques. Donc il va compiler la chose. Alors je vous avoue que je n'ai pas testé les bibliothèques fournies par ESP Home, qui doivent fonctionner également. D'accord? Ok, tout s'est bien passé. On dispose maintenant de tous les outils pour créer notre fameux web serveur asynchrone. Donc après avoir importé la bibliothèque async web server, ici, en faisant include ESP async web server, on va créer notre serveur. Donc le serveur, avant de le créer, on va créer des prototypes de routes. Vous verrez à quoi ça sert. Donc je vais créer une méthode qui s'appelle setRoutes avec un S. Vous verrez l'utilité un peu plus tard. Donc je crée un prototype qui s'appelle setRoutes avec un S. Donc c'est les fameuses routes de connexion. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Donc ici les amis, je vais créer mon serveur. Donc async web server. Je crée un objet de type async web server. Je l'appelle serveur et je stipule le port. Alors le port ici, c'est le port par défaut 80. D'accord? Donc on peut stipuler d'autres ports, mais je vais prendre le port par défaut dans une liaison HTTP, ici, un port 80 par défaut. Donc j'ai une fonction ici, setRoutes, il n'y a rien, on va le remplir ensuite. Donc il suffit de créer un objet async web server, vous lui donnez un nom et un port. Donc je propose le port ici par défaut, 80 ici. Donc on mettra en œuvre ensuite les routes, et on va maintenant dans... Il faut lancer l'autre serveur. Alors, à quel moment faut-il lancer le serveur? Il faut lancer le serveur lorsqu'on a obtenu l'adresse IP, tout simplement. Lorsque j'obtiens l'adresse IP, je suis capable ensuite de lancer mon serveur. Donc, en obtenant ici l'adresse IP, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais serveur.begin, tout simplement. Grâce à cette méthode, vous allez lancer le serveur ici, web server. Donc on fait serveur.begin et on affiche dans la console que le serveur a bien démarré en faisant serial.println server started. Dans le disconnect, on n'a rien à faire et dans le connected callbacks, on n'a rien à faire. Donc on obtient l'adresse IP, hop, on lance le serveur en état de marche. Dans le setup, il n'y a rien à faire. Par contre, il faudra mettre en place les fameuses routes. Donc on a lancé ici le module Wi-Fi en faisant wifi.begin. On dit qu'on attend la liaison série et on va définir les routes en faisant setRoutes. Et à l'issue de cette méthode, on appellera le ticker pour mettre en place la température. Compilons et vérifions que dans la console, il apparaît bien, le serveur est démarré. Donc on va faire un build. Alors j'ai supprimé l'affichage de la température pour ne pas polluer notre console ici. Donc on est à 77% de flash, hein, c'est déjà pas mal. On upload. On attend que ça se termine. Et on va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans la console. Donc je fais monitor. On essaie de se connecter. On obtient l'adresse IP 192.168.43.253, donc celle de tout à l'heure. Et vous remarquez en dessous que le serveur est démarré. On est maintenant capable de mettre en place les différentes routes pour fournir les différents fichiers HTML, CSS, JavaScript pour notre page web. Bien, maintenant, il faut mettre en place les différentes routes. De quoi parle-t-on? Les fichiers index.html, W3CSS et JavaScript sont contenus dans la mémoire flash du microcontrôleur. L'interface web va demander à ce qu'on lui fournisse ces fichiers. Et donc, il faut lui dire comment les fournir et sous quelle forme il faut les fournir. Donc, il y aura
4 routes ici à définir, à savoir quand il fera une requête index HTML, quand il fera une requête W3 CSS, JavaScript et la température. Donc attention, c'est un peu spécial. Donc accrochez-vous, ça va être un peu déroutant pour certains. Donc tout d'abord, on va demander au serveur de nous brancher sur une route, donc faire on, et on met tout de suite, avant qu'on oublie, le point virgule. Donc on a la première route qui sera serveur on. Ici, qu'est-ce qu'on va demander? Eh bien, on va lui demander, l'interface web va demander au serveur de lui fournir la première document. Le premier document, c'est l'index HTML. C'est la page HTML de l'interface. Elle se fera à partir de la route racine. Donc vous faites entrecôte slash. Ça sera de type HTTP GET. Donc voilà, vous stipulez quel est le type de requête. Et attention, comme vous pouvez le constater ici, il va faire une requête, il va faire un request handler function. En gros, il va mettre en place une fonction de callback. Cette fonction de callback s'attend à ce que vous lui fournissiez, enfin, il va fournir une variable de type async web server request, donc requête. Attention les amis, cette variable est de type pointeur, donc très très attention. Alors c'est un peu spécial par rapport à ce que vous avez vu au préalable, c'est-à-dire la requête ici doit être faite entre crochets. Après les crochets, vous ouvrez et vous fermez les parenthèses, et dans la parenthèse, vous mettez la variable de type async web server request, ici. Je le prends pour éviter les fautes d'orthographe. Et c'est un pointeur. Et vous l'appelez par exemple request. Juste après la parenthèse, vous ouvrez ou fermez les accolades. CTRL S. Je reprends. Les fichiers que sont index HTML, W3 CSS, script, en fait ici c'est ce qu'on appelle les fichiers statiques, et les futures requêtes comme la température, comme le status par rapport à l'aide, il faudra lui indiquer les choses, il faut que la communication se fasse. Donc il faut indiquer à l'interface web qu'il va trouver, qu'il veut ce document, et maintenant il faut qu'on lui dise au micro, bah voilà, comment obtenir ce document-ci. Donc la route c'est slash, la route racine. C'est de type get, donc là on n'a pas à se prendre la tête, on a fait que du get. Et attention, pour mettre en place la fonction de callback, vous mettez ouvrez, fermez les crochets. Vous ouvrez, vous fermez les parenthèses. Et à l'intérieur de la parenthèse, vous mettez une variable de type async web server request. Donc la requête qui sera envoyée ensuite à la page web. Attention, c'est un pointeur et je l'appelle ici request. Pour ne pas faire de faute d'orthographe, je vais prendre toute cette chose-ci. D'accord? Je vais la copier. Et ici, je vais faire la même chose pour le W3 CSS. Je copie. Par contre, la route n'est pas la même. Je ne peux pas avoir à la fois index ici et W. Donc, il faut que je stipule ici que lui, l'interface web, va me demander au micro. Il va demander quoi comme route? Il va demander slash w3.css. Il faudra que je lui dise où obtenir ce fichier. De même pour le JavaScript. Donc ici, le slash, je vais mettre en plus script.js. Toujours de type get, toujours une méthode de callback qui sera dans un paramètre de type pointeur request. Et pour la température, je ferai de même. Sauf que ça, ici, c'est maintenant température. Je reprends les amis. C'est un peu spécial, donc attention. On est en train de définir les différentes routes de notre serveur. La page web va faire des requêtes au microcontrôleur, donc au serveur présent. Ce serveur va renvoyer des résultats. D'accord? Donc il y aura 4 choses à renvoyer, à savoir la page racine, il faut que je lui indique où trouver le index HTML, ça on le fait juste après. Il faudra aussi qu'il obtienne le w3.css, qu'il obtienne le script.js et qu'il obtienne le résultat après avoir demandé la température présente dans mes contrôleurs. D'accord? Et bien maintenant, on va remplir ces méthodes de callback. Eh bien, commençons par la première requête par rapport au fichier index.html. Alors, où se situe ce fichier index.html? Il se situe dans la mémoire flash du microcontrôleur. Il a été placé par l'outil SPI-FFS et c'est de type index.html, donc un document HTML. Voilà ce qu'il faut renvoyer par la requête. Dans l'accolade, dans la colibracies, attention, dans la colibracies, vous appelez l'objet ou la variable request, mais attention, c'est un pointeur. Donc je vous rappelle les amis, pour accéder aux méthodes par rapport au pointeur, on ne passe pas par le point, on passe par le tiret flèche. C'est très important. J'obtiens un pointeur. Pour accéder aux méthodes de ce variable pointé, je passe non plus par le point, mais par le tiret flèche. Donc la méthode, c'est une méthode de renvoi. Donc c'est une send. Attention de bien mettre tout de suite le point virgule
pour ne pas l'oublier. Donc je fais request, send. Il faut que je dise, il faut que tu prennes l'outil SPI FFS, que tu aies récupéré le fichier index.html et que tu le renvoies à l'interface web et tu lui indiques que c'est du texte HTML. De fait, dans la parenthèse, vous précisez SPI FFS, virgule, cote, slash, vous allez à la racine, et tu vas y trouver un document qui s'appelle index.html. Virgule, et vous stipulez que c'est, enfin vous stipulerez que c'est du texte slash HTML. Et ça suffit. Et ça suffit. D'accord? Donc l'indentation ici elle est un peu bizarroïde, mais c'est normal. Hein. On a des crochets, des parenthèses, des colibraces, des pointeurs, donc c'est tout à fait normal. Donc les amis, grâce à cette méthode, la request va renvoyer un fichier index.html et elle va indiquer qu'il faut qu'il prenne l'outil SPI FFS, qu'il récupère index.html et qu'il le renvoie, send, et en stipulant dans la requête que c'est du texte HTML. Vous avez compris? Ici, dans le colibraces, je vais faire quoi? Je vais faire que la request, flèche, because pointer, renvoie send. Send quoi? Prends l'outil SPI FFS, virgule, cote, va à la racine de la flash de la mémoire et récupère le document qui s'appelle w3.css. Et stipule aux gens que le document que tu renvoies, c'est du texte slash CSS. Attention de bien mettre le point virgule. Enfin, pour le JavaScript, c'est la même chose. Vous venez ici dans le colibraces, attention, vous faites request, flèche, c'est un pointeur, send, on met tout de suite le point virgule. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'SPIFFS, on récupère le document qui s'appelle script.js et on dit aux gens, voilà, ce que je te redonne ici, ce que je t'envoie, c'est du texte JavaScript. Donc, SPIFFS, virgule, slash, il s'appelle script.js. Donc, si vous faites des orthographies, il ne trouvera pas ce document, donc ça va planter. Donc, faites très attention à l'écriture de vos fichiers. Et là, vous stipulez que c'est du texte slash JavaScript. CTRL-S. D'accord? Grâce à ces commandes send, j'ai renvoyé index.html, j'ai renvoyé le W3CSS pour qu'il mette en place le W3CSS pour le style, et j'ai renvoyé le script.js pour interagir ensuite entre le microcontrôleur et la page web. Comment ça se passe pour la température? La température, il faut que je lui renvoie la température, tout simplement. Donc là, la température, elle n'est pas dans le SPIFFS. Donc c'est un peu différent cette fois. Donc attention, accrochez-vous. Je vais dans le colibraces. Qu'est-ce que je fasse? Il faut que je dise à ma page web, voilà, je te donne sous forme d'une chaîne de caractères. C'est très important. Hein. Toutes les transmissions se font par des strings, des chaînes de caractères. Donc je vais lui dire, ok, je te renvoie le résultat en chaîne de caractères de la température actuelle. D'accord? Et la page web va récupérer ceci grâce à l'objet Ajax et elle va mettre à jour l'interface. Donc faites request, flèche, send. Attention, c'est un peu différent. Là, on ne va pas mettre du SPIFFS. Donc on va mettre le code 200. Le code 200, c'est OK, tout est OK pour moi, tout est bien reçu, tout est bien envoyé. Donc mettez le code 200. Ensuite, vous lui stipulez que c'est du texte plain, c'est une chaîne de caractères que vous envoyez. Donc, entre cotes, vous mettez slash texte slash plain pour qu'il sache que c'est une chaîne de caractères. Ça peut être un objet JSON, ça peut être du XML, ça peut être autre chose. Là, on envoie du texte plein. Alors, comment obtenir la température à envoyer? C'est simple. On a une valeur qui s'appelle température value. Mais attention les amis, cette température value, c'est un float. Il faut le transformer en chaîne de caractères. Donc on va utiliser la puissance ici d'Arduino. On va transformer un nombre flottant en string. Et comment ça se passe? C'est simplement grand string, on fait un cast dans une méthode ici. Donc string, et vous passez quoi dans string? Vous faites température value. Attention de bien prendre le bon paramètre. CTRL-S. Je reprends. Il va me demander de lui donner la température. Donc je vais lui renvoyer la température dans une chaîne de caractères.
Attention, là, je n'ai pas besoin de faire des SPFFS. La température, elle est présente ici dans le programme. C'est dans température value. Elle se met à jour toutes les 2 secondes. Donc je récupère température value toutes les 2 secondes. Attention, c'est une chaîne, c'est un nombre flottant. Il faut que je transmette une chaîne de caractères. C'est plus simple à gérer en fait, d'accord? Donc je dis request-flèche, because pointeur, renvoie, send, envoie. Le code 200, comme ça la page web va recevoir ce code 200, il va dire ok, tout s'est bien passé. Dis-lui que c'est du text plain, que c'est une chaîne de caractères, donc slash text slash plain. Et en troisième paramètre, vous mettez le résultat attendu. Mais attention, moi j'ai un flottant, je veux une chaîne de caractères, et bien je dis prends le string et transforme-le en, prends la variable ici float et transforme-le en string, tout simplement. Donc on va compiler la chose, on va envoyer ça dans le microcontrôleur, on va ouvrir l'interface à l'adresse 192.168.43.253. Il est probable que la température se mette à jour. Vérifions. Allez, c'est parti, on va compiler, mais avant de compiler, pensez à bien relier votre ordinateur, ou votre tablette, ou votre iPhone, ou votre téléphone, sur le même réseau que le microcontrôleur, hein, dans le réseau local. Donc on compile. Voilà. On va maintenant faire un upload et monitor, pour voir si l'adresse donnée ici par le routeur est toujours la même. Donc pensez bien à installer, à mettre l'ordinateur, ou votre téléphone, ou sur quoi vous voulez regarder la température de la pièce, sur le même réseau que le microcontrôleur, bien sûr. Voilà, donc on est en train de chercher la connexion Wi-Fi. La connexion Wi-Fi est amarrée. Adresse 192.168.43.253. Ça pose pas de problème. Maintenant, le serveur est en place, les routes sont en place. Je veux ouvrir l'interface. Je vais rentrer l'adresse 192.168.43.253. On n'a pas besoin de stipuler le port, car c'est le port par défaut. Sinon, vous mettez 2 petits points, 80. Mais là, j'ai pris le port par défaut, donc il n'y a pas besoin de stipuler. Donc j'ouvre ici mon navigateur web. Donc j'ai bien entré l'adresse 192.168.43.253. Et comme vous pouvez le constater ici, la température est mise à jour à partir de cette façon. On a bien l'interface, on a bien reçu l'index HTML, bien sûr. On a bien sûr le style, hein, vous voyez les boutons, etc. sont le style qu'on a prédéfini au-dessus. Donc on a bien reçu le w3.css. La température est mise à jour, c'est-à-dire que le JavaScript derrière est en train de tourner avec les objets Ajax. Donc je suis ici à la 192.168.43.253. Je vais rafraîchir la page. Pour l'instant, température de 0. 2 secondes plus tard, ça doit se mettre à jour. Voilà, ça s'est mis à jour. On a une température de 22-25 degrés Celsius. Je vais poser mon doigt sur le capteur de température. Et la température va augmenter, bien sûr. Alors je pose mon doigt. Et toutes les 2 secondes, on va faire un refresh de la température. Vous voyez? Donc toutes les 2 secondes, la température se met à jour. Alors 2 secondes, c'est peut-être un peu débile, hein, si vous faites un refresh tous les 5 minutes, c'est pas mal. Et bien maintenant, les amis, il nous reste maintenant à gérer cette... J'enlève mon doigt. On va gérer maintenant l'action de la petite LED qui est ici. D'accord? Alors pour savoir comment se passait l'action bouton on et bouton off, il faut ouvrir le fichier script.js. Donc je rappelle que lorsqu'on voulait que la LED s'allume, on appuie sur le bouton on, on avait une fonction de callback, on appelait un objet JSON et on envoyait quoi? On envoyait action, point d'interrogation, LED égale 1. Ça signifie qu'on se met à l'adresse action, donc l'URL action, et on a un paramètre qui est LED, LED, qui vaut soit 1, soit 0 quand on veut l'éteindre. Donc il faut que je situe maintenant à l'URL action, que je récupère le paramètre LED, et voir si LED est à 1, je dois allumer la LED, et si LED vaut 0, bah je dois éteindre la LED. De fait, les amis, on retourne dans le main.ccp. Ici, dans l'action LED, je viens de créer une nouvelle route. Donc je fais server.on, action, c'est l'URL, toujours de type get, et toujours avec la fonction de callback qui attend un request pointé. Premièrement, il faut qu'on aille voir si dans la requête, on trouve le mot LED. Alors, comment obtenir ceci? On fait ça. Donc, je fais if, je regarde si dans la requête, request. Attention, c'est un pointeur. Tiret flèche. Il faut que j'aille voir s'il y a un paramètre qui s'appelle LED. Donc, j'appelle la méthode asParam, celui-ci. Et entre parenthèses, je vais stipuler quelle est la chaîne de caractères que je recherche.
Je cherche laquelle de caractère LED. Donc si dans la requête, vous trouvez le mot LED, c'est que tout se passe bien. Donc l'adresse a bien été formatée. Si ce mot existe, il faut maintenant que j'aille voir si le LED est à 1 ou à 0. Donc je vais créer une variable intermédiaire de type string. Pensez que tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on envoie, c'est des chaînes de caractères. Je l'appelle res par contre. Alors comment obtenir l'état de la LED? Eh bien j'appelle la méthode via request, toujours l'objet request, -flèche. Je prends le paramètre, donc get param. Quel param? Eh bien entre-cotes LED. Et je vais obtenir la valeur. Donc attention, c'est toujours des pointeurs que je reçois. Donc je fais request, je prends le paramètre LED, et maintenant je vais prendre la valeur de ce paramètre. -flèche, mais j'enchaîne les méthodes, et la méthode simplement s'appelle value. Attention, ne pas oublier les parenthèses. D'accord? Je reprends. Je vais à l'adresse action. D'accord? Donc j'ai une action ici. J'attends une requête. Et il faut que dans cette requête, après le point d'interrogation, il doit apparaître le mot LED, le paramètre LED. Donc je regarde si dans ma requête, il y a ce mot LED. Je fais if, request, attention, -flèche, as param LED. Est-ce que le mot LED, la chaîne de caractères LED, est-ce qu'elle est dans cette requête? Oui ou non? Si c'est oui, c'est maintenant, il faut que j'obtienne, est-ce que c'est LED qui vaut 1 ou est-ce que LED qui vaut 0? Donc je vais prendre une chaîne de caractères temporaire ici, j'appelle string res, je récupère comment la valeur? Je fais request, -flèche, je récupère le paramètre LED, et je récupère la valeur qu'il y a dans ce paramètre. Ce paramètre, il était à 1 ou à 0. Donc maintenant, je vais faire un petit test. J'ai deux cas. Si res, attention, c'est les chaînes de caractères. Donc je peux comparer les chaînes de caractères, ici. Donc je fais entre-cotes, ça vaut 1. Attention, tout ça, c'est des strings. Donc si res vaut 1, si le résultat dans LED vaut 1, eh bien il faut que j'allume la LED. Donc je fais digital, write, la LED étant LED, externe, pin. Et là je fais virgule 1. Alors pour qu'on soit bien conscient, je vais également l'afficher dans la console. Donc serial.println, et je vais mettre ici LED on, tout simplement. A contrario, si le res vaut 0, donc ici, else, donc je pourrais faire else if, mais là simplement soit c'est 0, soit c'est 1. Si c'est pas 1, c'est forcément 0. Donc si c'est 0, qu'est-ce que je fais? Alors, feignant que je suis, je récupère ceci. Je vais le placer là, vous avez compris ce que je vais faire. Ici, je vais mettre la LED à 0, et je vais afficher tout simplement off. Je reprends les amis. L'objet Ajax dans l'interface web va me demander via l'adresse action, d'accord, l'URL action, il va me renvoyer LED égale 1 ou LED égale 0. Je prends cette requête et je regarde si cette requête contient le mot LED. Donc je fais request as param entre-cotes, une chaîne de caractères LED. OK. Si c'est le cas, donc LED existe dans cette requête. Il faut maintenant que je sache si LED égale 1 ou si LED égale 0. Donc je vais récupérer le résultat, la valeur du paramètre LED. Je fais ici une variable locale, res, de type string, request, get param, donc je récupère le paramètre LED, et ensuite, point-flèche, je vais récupérer la valeur. J'enchaîne comme ça les fonctions les unes après les autres. J'obtiens maintenant res. Soit res égale 1 en chaîne de caractères, soit res égale 0. Si ça vaut 1, ça veut dire que je dois allumer la LED. De fait, je fais digital write, LED externe, égale 1. Donc je mets en high et j'affiche dans la console LED on. A contrario, si c'est pas 1, c'est donc 0, je dois éteindre la LED. Évidemment, là c'est LED, on peut tout à fait envisager de mettre un relais, et ce relais va commander une ampoule, la télévision, le sèche-linge, la machine à laver, etc. etc., etc. D'accord? Et donc à contrario, j'éteins la LED et j'affiche dans la console LED off. Compilons, vérifions ce que ça donne. Eh bien, compilons maintenant le projet pour voir si on arrive à contrôler, via la page web, la petite LED qui se situe sur la carte microcontrôleur. C'est parti. Un petit build. Alors évidemment, pour l'instant, j'ai simplement placé une LED, mais dans une vraie station domotique, on ne va pas placer des LED simplement. On va placer un relais, un transistor, un thyristor,
un triac pour commander une machine à laver, un lave-vaisselle, une ampoule, etc. etc. D'accord? Donc là, c'est simplement le fait de allumer et éteindre. À partir de ça, on peut ensuite commander des éléments de puissance avec des interfaces type transistor, type relais, type triac, diac. On fait upload et monitor pour voir si j'ai toujours la même adresse par rapport à mon serveur Wi-Fi. Alors sachez que votre serveur Wi-Fi chez vous peut vous fournir là toujours la même adresse, on appelle ça une adresse statique. Mais pour ça, il faut le paramétrer. En effet, à la mise sous tension, la carte, votre routeur Wi-Fi, reconnaîtra le ESP32 par son adresse MAC. Il pourra lui attribuer toujours la même adresse statique et plus avoir à savoir quelle adresse a été attribuée à l'instant T. D'accord? Donc là, j'ai l'adresse qui va être fournie, mais peut-être que demain, en branchant, j'aurai une autre adresse. Donc l'idée, c'est d'aller dans votre routeur Wi-Fi et de lui stipuler une adresse toujours la même, statique. Donc vous voyez, ici, il m'a donné l'adresse 192.168.43.253. Toujours la même. Mais demain, si je ne fais rien, j'aurai une autre adresse. D'accord? Donc maintenant, je vais placer une webcam pour aller voir si la LED s'allume et s'éteint. Donc je branche une petite webcam. Voilà. Donc ici, vous avez l'interface web à votre droite. À gauche, vous avez la carte Adafruit. Le capteur de température se situe tout à droite, MCP 9808. Et vous avez une petite LED jaune qui va s'allumer et s'éteindre en fonction de l'action du bouton poussoir. Donc je vais rafraîchir ma page pour repartir avec quelque chose de classique, donc 0 degré. On va attendre que la température nous soit fournie, donc là 23 degrés. Et je viens maintenant ici appuyer sur le bouton On. Et au grand miracle, la LED s'allume. Donc il y a eu bien communication entre la page web et le microcontrôleur à partir du réseau Wi-Fi. Je vais éteindre cette LED, j'appuie sur le bouton Off. La LED s'est éteinte. D'accord? Donc évidemment, l'idée maintenant, c'est de mettre plusieurs capteurs, plusieurs actionneurs, de compléter votre page web avec plusieurs interfaces pour créer une petite station domotique. D'accord? J'espère en tout cas de tout cœur que ces vidéos vous seront utiles dans vos projets futurs. Merci encore pour votre écoute et votre attention et à très bientôt.